J'aurais besoin de 2 secrétaires de séance, s'il vous plaît. Nicolas Morin et Alain Duclos. C'est bon? C'est voilà. La parité. On continue avec les procurations. Donc Laurence Régnier qui donne pouvoir à Guillaume Desrues, Joanne Vallée qui donne pouvoir à Déborah Chabani, Annabelle Maurer qui donne pouvoir à Françoise Besnard, Morgane Melan qui donne pouvoir à Caroline Claire, Benjamin Mounier qui donne pouvoir à Claude Buet, Pierre Arpin qui donne pouvoir à Alain Duclos, Laurent Ducreux qui donne pouvoir à Laurent Chel, Cécile Util-Grand qui donne pouvoir à Frédéric Bataille et Benoît Bimet qui donne pouvoir à Audrey Berger. Est-ce qu'il y a des remarques sur le compte-rendu précédent? Très bien. Eh bien, nous allons commencer les délibérations pour ce soir. Donc, première délibération 0.1, installation d'un conseil municipal en application de l'article L270 du Code électoral suite à la démission de M. Henri Blanc. Donc, M. Henri Blanc m'a transmis sa démission. Et donc, le préfet de Savoie et le sous-préfet en ont été informés le 2 juillet 2021. Donc, on a demandé aux membres suivants de la liste réunie pour agir, de siéger au conseil municipal, et sachant que Mme Corinne-Noir, qui était la personne suivante, 8e, a exprimé son refus par courrier le 13 juillet 2021. Donc, on propose par conséquent d'installer M. Benoît Bimet en qualité de conseiller municipal. Je le déclare installé et je dois être censé lire le nouveau tableau de la composition du conseil municipal, mais je pense qu'on peut se l'épargner pour ce soir, si vous en êtes d'accord. Est-ce qu'il y a un vote? C'est bien ce qu'il me semblait. Délibération 0.2, remplacement d'élus au sein des commissions municipales. Donc, on avait établi une délibération le 23 juillet 2020 et donc on a décidé de fixer la composition des commissions municipales de la ville. Les commissions sont chargées soit par l'administration, soit par l'initiative d'un de ses membres d'instruire et de formuler des avis. Donc forcément, en raison de la démission d'Henri Blanc, eh bien, il est nécessaire de procéder à ces remplacements. Et on en profite aussi pour faire quelques ajustements, notamment Mme Morgane Melan, au niveau de la commission jeunesse et sport, qui a souhaité se faire remplacer. Donc, ce que je vous propose, c'est de désigner justement une nouvelle désignation des postes vacants suivants. Donc, pour la commission finances et ressources humaines, donc en remplacement de M. Henri Blanc, remplacé par Benoît Bimet. Pour l'aménagement du territoire, remplacement de Henri Blanc par Benoît Bimet. Et pour la commission jeunesse et sport, remplacement de Mme Morgane Melan par Vincent Gaviglio. Et je crois qu'il n'y a pas de vote non plus. Si, il y en a un, d'accord. Alors, qui a des questions? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. 0.3, donc remplacement d'un titulaire du conseil municipal de la commission de délégation des services publics. Donc, en raison de la démission d'Henri Blanc, il est nécessaire de procéder au remplacement. Et pour son remplacement, on propose M. Benoît Bimet. Il y a des questions? Qui s'opposent? Qui s'abstient? Je vous remercie. 0.4, remplacement d'un titulaire et d'un suppléant du conseil municipal pour la commission d'appel d'offres. Donc, pour les mêmes raisons, pour le remplacement d'Henri Blanc, et au même titre, on a proposé Caroline Claire, désirait se faire remplacer aussi dans cette commission. Ce sera fait par Michel Anxionaz et Henri Blanc par M. Benoît Bimet. Il y a des questions? Qui s'abstient? Qui s'oppose? Je vous remercie.
Toujours dans le même donc, au niveau d'ABT, il s'agit de remplacer Philippe Richermoz, suppléant dans la catégorie socio-professionnelle des exploitants de remontée mécanique au sein de l'EPIC ABT, et on se propose de le remplacer par Madame Laura Cumin. Il y a des questions qui s'opposent, je vous remercie. Et donc, on en profite, malheureusement il est absent, mais pour souhaiter la bienvenue à Benoît Bimet dans ce conseil municipal. 0.6, création de la commission paritaire des marchés, désignation des représentants du conseil municipal. Donc voilà, il est d'usage en fait d'avoir une commission des marchés qui permette un peu de gérer les différents problèmes qu'on peut avoir dans l'organisation et le bon fonctionnement des marchés. Donc cette commission sera présidée par le maire et sera ou un de ses représentants et sera composée d'élus municipaux et de représentants des commerçants non sédentaires. Donc rôle consultatif, formulation des recommandations relatives à l'organisation et au bon fonctionnement des marchés. Donc sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, c'est un avis consultatif et qui sera transmis avant décision au maire du conseil municipal. Et donc, elle sera également consultée en cas de révision ou de modification du règlement, de création d'un nouveau marché et de déplacement temporaire, et se réunira à minima une fois par an. Donc, on vous propose que la commission des marchés plein air soit composée des membres permanents suivants, donc 2 représentants du conseil municipal et 2 représentants des commerçants sédentaires issus des différents syndicats ou désignés par leur pair parmi les commerçants fréquentant le marché. Et ils seront désignés par monsieur le maire. Donc voilà, et on vous propose d'élire 2 représentants élus du conseil municipal et ce sont déclarés candidats, donc M. Gérard Carnet et M. Sven Klein. Donc, est-ce que vous avez des questions? Très bien. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Je vous remercie. Alors, 0.7, délibération très importante je remercie Audrey Berger de nous avoir sensibilisés sur ce point, puisque c'est la prise en charge des frais de garde et d'assistance des élus en raison de leur participation à certaines réunions en tant que membre du conseil municipal. Donc, c'est une loi assez récente, du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, a modifié la prise en charge du remboursement des frais de garde des élus municipaux en rendant notamment obligatoire le remboursement à l'élu des frais de garde, dorénavant pris en charge par la commune. Donc c'est, pour votre information, c'est à chaque fois quand vous avez des enfants de moins de 16 ans, quand vous êtes en charge d'une personne âgée ou handicapée, voilà, donc cette garde doit être directement imputable à la participation aux seules réunions, les séances du conseil municipal, les réunions de commission dont ils sont membres et dont ils ont été institués par délibération du conseil, et les réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes qui ont été désignés pour représenter leur commune. Donc forcément, il y aura des pièces justificatives à joindre. Et donc l'élu, pour sa part, s'engage par une déclaration sur le caractère subsidiaire du remboursement. Son montant ne pouvant excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes les aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôt dont il bénéficie par ailleurs. Le remboursement fait l'objet d'un plafond légal, il ne peut pas dépasser le montant du SMIC horaire brut, 10,25 € au 1er janvier 2021. Voilà, donc c'est une délibération dont on est très heureux. Oui. En fait, elle se pense en fait de cette délibération. Ouais, il faut un micro, je suis désolé pour le. Je ne cautionne pas cette position. Quelqu'un précédent, jamais connu à Bourg-Saint-Maurice, et même si les textes ouvrent cette possibilité, nul ne peut ignorer, lorsqu'il se présente aux élections, que cela peut avoir des incidences sur sa vie propre personnelle. Mais quelles seraient les valeurs morales de notre engagement si nous n'en acceptions pas les contraintes? Que signifierait l'éthique si elle ne demandait aucun sacrifice? Quel sens conserverait le service public s'il devenait un appel nouveau et permanent à l'assistanat, privilégiant ceux qui en sont les garants? Sommes-nous élus pour servir, pour se servir? C'est un très mauvais signal
adressée aux ruraux qui ont souffert, qui souffrent encore dans leurs ressources au cours de cette période. Donc, parce que nous ne pouvons trouver dans cette délibération ni solidaire, ni opportunité, ni même morale, Cécile et moi ne le voterons pas. Je sais que cette demande est d'un membre de notre communauté, mais chacun a le droit d'avoir ses propres opinions. Alors là, je suis assez stupéfait par cela. C'est votre droit, hein, vraiment. Mais je pense que l'engagement, c'est aussi pouvoir s'occuper de ses enfants, ou que l'on puisse, voilà, et qu'on donne les moyens. Ça ne va pas être un budget considérable, hein, mais voilà. D'accord. Mais tu comprendras que je ne l'approuve pas du tout, et je pense qu'une partie du conseil ne l'approuvera pas du tout. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais dire en micro, mais ma fille, c'est une nouvelle élève. Je lui ai dit 6 kilos black. On n'a rien entendu. Bonsoir. Alors, je vais bien noter, j'accepte cette opinion, mais je dois dire que cette loi, il a été fait notamment pour les conseillers municipaux féminines à l'époque, parce que souvent, ils ne participent pas à cette bénévolat, parce qu'ils n'ont pas les gardes d'enfants. Et ça, vraiment reculer ça. Et du coup, c'est un droit à tout le monde, et notamment à la parité. Très bien. Ça permet aussi à des gens qui n'ont pas les moyens de se présenter à des élections Et- et de pouvoir participer en étant séparés. Une maman a un enfant seul, elle peut participer à la vie de sa vie. Il faut le voir aussi sous cet angle-là. Parce que du coup, sinon, c'est seulement les gens qui sont capables de payer eux-mêmes dans des électeurs, qui sont capables eux-mêmes de garder leurs enfants, qui ne sont pas dans des situations de parents ou de parents. Ça considère un petit peu l'ouverture d'esprit de cette loi. Absolument. Parce que, en fait, le revenu ou la non-disponibilité de revenus ne doit pas être, doit pas donner un frein à notre mandat ou à une possibilité de mandat. Peu importe. Très bien. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Alors, 1.1, adhésion à l'association Cluster Montagne. Laurent Chêne. Voilà. Donc, nous vous proposons donc d'adhérer à l'association Cluster Montagne, qui, je vous le rappelle, malgré le terme cluster qui a été beaucoup utilisé pour d'autres raisons cette année, qui représente en fait la filière française de l'aménagement touristique de la montagne en France et à l'étranger. Elle est basée à Montmélian. Et on a un certain nombre d'entreprises relais qui sont aussi des entreprises de notre territoire qui ont participé à la création de ce cluster, je vais le dire comme ça, qui est reconnu donc par la région et par l'État. C'est aussi l'opportunité, on l'a vu, de participer à des sujets d'études sur notre territoire, de devenir territoire partenaire. Vous avez une annexe très complète sur la présentation du cluster. Je vous invite à la découvrir ou à la lire. C'est la possibilité de participer, par exemple, à l'aménagement de notre montagne en intégrant le cluster Montagne Labs qui met à disposition des territoires, des experts de différentes disciplines pour nous aider justement à construire des projets de territoire à vocation touristique et montagne. L'adhésion annuelle est fixée à 1 000 € hors taxe et comme je vous l'ai dit, ça nous permettra de nous intégrer pleinement à ce dispositif. Qui a des questions? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Merci. 1.3, donc un beau projet qui commence à voir le jour, c'est
1.2, j'ai oublié, excusez-moi. C'est bon. 1.2, soutien aux acteurs de l'économie locale dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19. Laurent Chel. Donc là, toujours sur le soutien aux acteurs de l'économie locale dans le cadre de cette crise qui a fait subir à notre territoire et à nos socioprofessionnels et nos habitants des difficultés qu'on a tous ressenties. Nous avons souhaité, à titre de mesure de soutien, réduire les tarifs sur les autorisations d'occupation temporaire du domaine public et les conventions d'occupation du domaine privé correspondant aux périodes suivantes. Je les reprends de manière exhaustive parce que ça correspond à des périodes qui ont subi plus ou moins la crise sur le territoire. Donc du 1er janvier au 19 mai, exonération de 100%, bien sûr 2021. Du 20 mai au 31/12 au 31 décembre 2021, exonération à 50%. Et du 1er mai 2021 au 31/10/2021, exonération à 50%. En complément, il est également proposé l'exonération à hauteur de 50% de réduction pour les baux de location du domaine privé sous conditions cumulatives. Que les intéressés en fassent la demande écrite. 2, qu'ils exercent une activité économique sur un bien tenant local propriété de la commune, mais évidemment pas délibéré pour les privés, et que cette activité fonctionne pendant les dates d'ouverture de la saison hivernale fixées par la délibération 6.2 du Conseil municipal du 19 décembre 2019, donc sur la période de saisonnalité. Voilà. Avez-vous des questions sur ce dispositif? Je n'ai pas compris. Du 1er janvier au 19 mai, c'est 100%. Le 1er mai. Oui, c'est parce qu'on a des baux, on a des occupants temporaires qui travaillent pendant la saison d'hiver ou à certaines périodes. Alors, c'est pour ça que tu as, par exemple, du 20/05 au 31/12, ça correspond en fait, et du 1/5 au 31/10, ça correspond à des modularités différentes et des contrats différents. C'est juste pour regrouper un peu ces contrats-là. Pas de questions? Donc, qui s'abstient? Qui est pour? Tu es contre? Merci beaucoup. Très bien. Donc 1.3, donc un projet, donc, comme je vous le disais précédemment, qui commence à voir le jour et c'est très positif pour notre territoire. Donc c'est ce projet de campus connecté. On avait déposé un dossier donc le 28 janvier. Celui-ci a été retenu. Donc c'est un dossier qu'on a défendu devant plusieurs commissions. Pour vous faire une description assez large, c'est dans notre objectif toujours de fixer notre population et attirer de nouveaux habitants à l'année. Ce campus connecté va nous permettre de faire monter en compétence les jeunes du territoire qui, pour des raisons quelquefois sociales, des fois familiales, des fois d'ordre professionnel, ne rejoignent pas le supérieur ou le quittent prématurément. Donc c'est autour de cet objectif que la commune s'est engagée en partenariat. Et je tiens à souligner, c'est quand même assez rare, puisque la CCHT, donc la communauté de communes de Haute-Tarentaise, et la COVA, la communauté de communes des Verts-Sandem, voilà, c'est un soutien avec ces deux communautés de communes. Donc je pense que c'est un très beau signal qui est donné, puisque chacune de ces communes s'engage avec des hauteurs de financement assez conséquentes sur les 5 ans, aux alentours de 150 000 € chacune. Donc un engagement très fort de ces deux communes. Donc ce campus vise plusieurs publics, donc les jeunes qui, pour diverses raisons, éloignement, difficultés économiques et sociales, n'accèdent pas aux études supérieures, des jeunes ou moins jeunes qui n'ont pas terminé leur formation ou qui souhaitent la compléter, abandon en cours de formation, installation sur le territoire pour des raisons professionnelles ou familiales, et des sportifs s'entraînant dans la vallée et n'étant pas suivis dans des structures universitaires adaptées. Donc, au-delà de ces publics, le campus est pensé comme la colonne vertébrale d'un tiers-lieu consacré à la formation et à l'aide à l'insertion, aussi bien pour favoriser les formations en alternance, la formation continue
ou le rapprochage des jeunes démobilisés par les formations à distance. On a pu le voir notamment avec le Covid. S'agissant de problématiques qui dépassent le cadre de la seule commune, la gouvernance sera assurée à l'échelle de la vallée dans un comité de pilotage qui regroupe autour de la commune les deux communautés de communes, donc CCHT et Versandem. Pour bénéficier de l'appui d'une structure d'enseignement supérieur, la commune s'est associée avec l'Université de Savoie, Savoie-Mont-Blanc, USMD, reconnue pour sa politique publique fondée sur la coordination territoriale. De nombreux partenariats sont également noués avec des acteurs locaux, qu'il s'agisse d'entreprises leaders dans le domaine du tourisme, d'organismes de formation au métier du tourisme ou d'enseignement, de structures spécialisées dans l'aide à l'insertion professionnelle et de structures sportives. Tout ceci pour permettre l'accompagnement des étudiants dans leur épanouissement personnel et leur insertion professionnelle sur le territoire. Ce projet s'intègre dans la ZAC des Alpins qui permettra d'accueillir sur 250 m² un lieu d'accueil fonctionnel permettant de placer les étudiants dans les meilleures conditions pour suivre leur formation à distance au cœur du chef-lieu, à proximité immédiate des nombreux services et activités qu'il peut proposer. Voilà pour la description brève du projet. Il y a énormément d'autres choses à en dire, notamment donc ça va donner lieu au recrutement dans un premier temps d'un chef ou d'une chef de centre qui aura pour objet de coordonner et d'accompagner les étudiants. Dans ce campus connecté, il n'y a pas de professeur avec ce titre-là. Par contre, on est avec des intervenants qui sont justement là, des tuteurs, des coachs, qui sont là pour vérifier que les étudiants sont bien dans le cursus. Et donc, voilà, il y aura des salles de travail, des salles de réunion, de partage. Voilà, c'est vraiment un très bon projet pour notre territoire, à l'échelle haute-tarentaise large, et puis pour notre commune, puisque ce sera un des premiers éléments qui va venir nourrir le futur quartier des Alpes. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Je vous remercie. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci bien. Alors, 1.4, création d'une carte avantage saisonnier, Cécile Mulot. Pour info, nous étions ce matin avec Guillaume au lancement de la création de la carte avantage saisonnière. C'est un grand succès, il n'y avait personne, Guillaume, moi et Cindy, et des autres personnes. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place, qui existe dans les autres stations, que nous n'avons pas du tout. Donc il s'agit de prix préférentiels chez certains commerçants ou autres pour les saisonniers. Donc voilà, on signera donc que cette convention impose aux communes touristiques d'améliorer notamment l'accueil et le logement des travailleurs saisonniers. Dans ce cadre, la commune de Saint-Maurice, les Arcs a mis en place différentes actions comme la création de nouveaux logements aux normes accessibilité en vente ou en location à l'année auprès des employeurs et des salariés du quartier des Alpins, le développement de l'espace saisonnier des Arcs avec une ouverture à l'année et de nouveaux services, site internet, information, offre d'emploi et formation. Afin de répondre à ces obligations, la commune propose de créer une carte avantage saisonnier délivrée par l'espace saisonnier des Arcs. Elle permettra aux employeurs d'identifier les saisonniers qui travaillent réellement sur la station et leur permettra ainsi de bénéficier de réductions ou d'avantages bien définis auprès des commerçants de la station. Ces engagements feront l'objet d'une convention annuelle partenariale entre la commune de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs et les commerces des Arcs. Est-ce que vous avez des questions? On parle là des commerces des Arcs, mais est-ce que cela peut inclure aussi les commerces sur le centre-bourg? Parce que c'est pas précisé. C'est pas précisé. À regarder effectivement. Après, le problème, surtout des Arcs, c'est le prix. Notamment, je pense à l'exemple des courses de première nécessité. Voilà, on a un décalage de prix fort pour les courses du quotidien. Donc, en tout cas, c'est avec des magasins partenaires qui sont déjà référencés par l'espace saisonnier des Arcs. Donc, pour le moment, il me semble que ça reste sur les Arcs, mais effectivement, à voir sur Bourg, voilà, tout dépend de ce qu'on appelle de première nécessité. Oui. Voilà.
à voir en tout cas pour un développement. C'est des conventions en tout cas entre les entreprises. Et c'est surtout l'avantage de ce dossier-là, c'est que ces saisonniers ont une carte. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'éléments justificatifs de leur statut de saisonnier ou pas. Et donc pour aller, ne serait-ce que pour faire ces emplettes à la supérette, ben voilà, on ne sait jamais s'ils sont vraiment saisonniers ou pas. Donc, ça permet d'avoir un document officiel. Merci. C'est bon pour vous? Qui est pour? Je vous remercie. 3.1, taxi, exonération partielle du droit de stationnement pour l'année 2021, annuler en place la délibération numéro 3.13 du 29 juin 2021. Laurent Chel. Alors, Nico. Donc, nous parlons là encore d'une assistance, ou en tous les cas d'une aide apportée aux socioprofessionnels dans l'exercice de leur métier. Là, il s'agit de l'exonération partielle du droit de stationnement pour l'année 2021, qui remplace la délibération du 3-13 du 29 juin 2021. Donc, c'est vrai qu'on a eu un réglage à opérer sur cette délibération. Donc, suite au courrier reçu le 21 mai 2021 et la demande des taxis pour Saint-Maurice au regard des contraintes sanitaires du confinement de la fermeture des remontées mécaniques, il est proposé une exonération partielle de 6/12 du montant annuel du droit de stationnement 2021. Avez-vous des questions sur cette délibération? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci beaucoup. 3.2, délégation de service public, rapport annuel du délégataire du service des eaux et de l'assainissement, exercice 2020, Gérard Vernet. Alors, je vous rappelle que le renouvellement de la délégation pardon. Non, Il veut celui-là. Il veut pas. Donc, je vous rappelle que le renouvellement de la délégation du service public de l'eau et de l'assainissement s'est fait au profit de la société ECHM par délibération date du 1er août 2013 comme durée de 16 ans, soit jusqu'au 1er janvier 2030. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le rapport de gestion du service public d'eau potable dans un premier temps et ensuite de l'assainissement pour l'exercice 2020. En ce qui concerne l'eau potable, le compte d'exploitation présente un résultat légèrement positif sur 2020 d'environ 41 000 €, alors qu'il était légèrement négatif en 2019 d'environ 34 000 €. Donc, de ce fait, la clause d'intéressement prévue au contrat ne jouera pas compte tenu de ce résultat qui est inférieur au seuil contractuel qui était fixé à 7%. Donc voilà. Alors, au niveau des faits marquants, en 2020, il y a eu un certain nombre de travaux de renouvellement pour 37 000 € environ. Renouvellement de branchements vétustes, armoires électriques, microturbines et captages avec des clôtures de protection. Ensuite, pour le compte travaux, qui permet aux délégataires de réaliser des travaux exclusivement réservés à l'amélioration du service, qui n'entre pas dans le champ du renouvellement. En 2020, il y a eu 21 000 € environ de chantier, captage de la roche 10 000 € et rehausse regard le bloc environ 3 000 €. Alors, le délégataire nous dit que la qualité du service pour 2020 et le maintien d'un haut niveau de satisfaction de la clientèle, une très bonne qualité de l'eau et d'un taux de rendement élevé du réseau de distribution. Alors, le volume prélevé il a été de 1 333 570 m3, alors que le volume consommé a été de 1 150 155 m3. Donc, on verra après, du coup, ça donne le taux de rendement. Hein. Donc, le volume vendu, parce qu'il y a une partie qui n'est pas vendue, a été de 945 744 m3 contre 959 382 m3 en 2019. Alors, le taux de conformité des prélèvements s'élève à 98,1%, prélèvements microbiologiques et prélèvements physico-chimiques à 100%. Et le rendement, justement, il est de 86,3% contre 76,8% en 2019. Donc, on voit qu'il y a quand même une amélioration, c'est-à-dire qu'il y a moins de fuites, il y a plus de travaux correctifs qui sont faits. Le taux d'impayé est très faible, 0,33, et il y a eu 23 échéanciers de paiement accordés contre 35 en 2019.
et ce qu'on appelle le taux d'occurrence des interruptions de service non programmées, c'est-à-dire les bugs, pour 1000 abonnés a été de 0,95%. Voilà pour ce qui concerne l'eau. Alors maintenant, pour le service public d'assainissement, le résultat 2020, plus 145 000 et 2019, plus 149 000. Alors l'effet marquant également, pas de travaux de renouvellement et de réparation en 2020, et sur le compte travaux, comme pareil que pour l'eau, il y avait un certain nombre de chantiers pour un montant d'environ 58 000 euros, dont le collecteur Soir 2000, 37 000 euros, reprise du réservoir du Replatet, environ 9 000 euros, réseau de la crèche, dont des capteurs à la ravoire. Alors, les éléments relatifs aux indicateurs de gestion de clients, l'indice de satisfaction au niveau d'impayé sont identiques à ceux de la délégation du service de l'eau. Le taux de curage curatif pour 1000 abonnés était de 4,60 en 2020 contre 4,99 en 2019. Alors, il a été collecté environ 799 000 mètres cubes d'effluents, entre 800 et 2000, on va dire, en 2019. Voilà, donc je vous propose de prendre acte de ces deux rapports 2020, qui sont mis à disposition du public conformément au code, et que cette délibération sera également adressée pour information avec les rapports des délégataires au syndicat d'assainissement de la Haute-Isère, qui gère l'assainissement sur les 6 communes du bas de la vallée, à l'exception de Tignes et Val d'Isère. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des comptes? Qui est pour? Tout. Je vous remercie. Si. Délégation de service public, rapport annuel du délégataire de l'installation de stockage de déchets inertes, ce qu'on appelle l'ISDI de Malgobert. Gérard Vernet. Alors, dans cette délibération, en fait, il y aura deux choses. Il y aura l'approbation des rapports et après, je vais vous parler d'un petit avenant, justement, qui est un peu la conséquence de ce que je vous dirai dans le rapport d'exploitation. Donc, cette installation avait été prévue pour un volume de 210 000 m3 de déchets inertes. Je précise contrôlés, contrôlés même de manière très stricte. Donc, cette exploitation avait été déléguée au groupement d'entreprise Gantoli Bianco par contrat de concession du 6 octobre 2016 pour une durée de 8 saisons d'exploitation du 2 mai au 15 septembre jusqu'en 2024. Et il a été prévu que la délégation se termine si 210 000 m3 avaient été atteints, mais on verra que c'est loin d'être le cas. Donc le délégataire a été chargé d'assurer l'aménagement, la gestion, l'exploitation et l'entretien de cette installation. Donc on va dire que c'est un contrôle très, très strict sous contrôle de l'administration en plus. Alors actuellement on en est où? On en est que par rapport au plan d'exploitation et au phasage de remblaiement qui était prévu, on a utilisé que 25% de la capacité finale. Alors sachant que le problème s'est posé dès le début, parce qu'en fait, ce projet avait été lancé sous l'ancien mandat pour accompagner la construction du Club Med. Et dès le début, il y a eu en fait des volumes qui devaient être apportés, qui n'ont pas été apportés. Et du coup, on en arrive qu'en 2020, l'écart par rapport au budget initial est de moins 137 000 euros. On a donc 50 000 m3 de remblais qui ont été stockés pour 210 000 de capacité. Et en 2020, on a eu 576 m3, donc c'est vraiment pas grand-chose. Donc l'administration qui inspecte est l'Adréal, donc qui a fait une visite d'inspection en août 2020. Il y a eu quelques améliorations à apporter qui ont été faites sur la gestion du site, une clôture au niveau du Merlon notamment. Donc ce qui fait que ça aggrave encore le coût de la gestion du site. Et on ne peut que constater qu'en l'état actuel de la situation, le programme des travaux d'origine ne pourra pas être atteint, même en cas de renouvellement de la DSP. Donc, quelle solution envisageable? Alors, soit d'accepter des apports externes aux ARC, c'est même une des seules solutions, d'ailleurs, d'ailleurs, on en avait parlé aux autres élus, notamment du haut de la vallée, à la CCHT, etc. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose un avenant qui va simplement permettre
d'autoriser des apports extérieurs aux arcs, même si c'est pas facile dans la pratique, parce que faire descendre des camions de la haute vallée, les faire remonter aux arcs, etc. Mais en même temps, on a quand même un prix au mètre cube extrêmement compétitif, oui, c'est enfin, un prix très compétitif. Et surtout, on a une installation qui est contrôlée, donc qui permet d'éviter des dépôts sauvages. Hélas, on peut le voir dans certaines régions de France. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de prendre acte, d'une part, de prendre acte du rapport, de dire qu'il sera également transmis, enfin, remis à la disposition du public, comme la loi l'exige, et d'autoriser à signer le projet d'avenant qui permettra d'accepter donc des apports extérieurs aux arcs. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. En fait, j'ai pas compris, c'est la mairie qui a payé cette installation à l'époque. Donc, à l'époque, oui, Antoine. Oui, alors en fait, comme c'est une délégation de service public, c'est au risque et péril des délégataires. C'est pour ça que le délégataire est venu nous voir pour dire qu'il a mis en place son plan de remplissage de la zone avec un système de marche d'escalier géante avec des niveaux prédéfinis, etc., des clôtures, etc., un système de réception des matériaux, de contrôle. Donc tout ça, c'est au risque et péril du délégataire. Et effectivement, c'est pour ça qu'il se trouve dans une situation difficile et que son budget, l'écart par rapport au budget initial, il y avait eu une sorte de plan pluriannuel pour déterminer l'équilibre en fin de délégation, et là, on en a moins 67 000. Donc la commune, elle, ne paye pas un centime. Simplement, notre rôle, c'est d'essayer de faciliter le bon remplissage de ces installations permettant d'autres apports. Et donc, il n'y avait pas de contrat genre avec l'entreprise pour bosser toute l'année, parce que ça a été fait en bas. Il y a effectivement un contrat de délégation de service public avec le groupement qu'on a cité, et ensuite celui-ci devait rechercher de la clientèle. Et dès le départ, ça a dérapé parce qu'il y a eu, on sait que tout le monde joue sur les délais anglais, les boîtes essaient tous d'optimiser les apports de matériaux, les dépôts de matériaux. Donc dès le départ, en fait, l'affaire ça a commencé à dériver. Et là, on se trouve dans une situation où on ne va pas pouvoir remplir les objectifs. Et ce qui serait dommage, par contre, c'est que cette installation soit fermée prématurément, parce que l'administration pourrait nous dire vous la fermez, parce qu'on n'aurait plus de solution pour le traitement de ce type de déchets en toute la parenthèse, enfin au moins la haute parenthèse, c'est ce qui serait quand même dommageable pour les entreprises et aussi pour l'environnement. En fait, on va se retrouver avec une décharge à relais qui est remplacée par des déchets. D'un point de vue impact. Disons qu'elle existe, donc voilà, il faut essayer de la valoriser. Parce que sa fermeture peut-être aura encore des conséquences plus négatives, parce qu'on sait que c'est assez difficile de Ce qu'il gérer. faut voir, c'est que la prochaine décharge de ce type-là, elle est bien plus loin. Donc voilà, est-ce que des camions de Val d'Isère, est-ce qu'il ne vaut mieux pas qu'ils remontent aux Arcs? Je le déplore, sincèrement. Plutôt qu'ils aillent encore jusqu'à Albertville, voire plus loin. C'est ça aussi l'enjeu. Non. Ils en ont vu comment mais qui a été clôturé il y a très longtemps, sur le secteur du Manchlet. Un peu. Voilà, est-ce que d'autres questions? Je mets au vote, donc qui s'abstient, qui est contre, qui est pour? Je vous remercie. 3.4, budget annexe des transports et des remontées mécaniques 2021, décision modificative numéro 1, Gérard Vernet. Alors, on va effectivement, je vais vous présenter deux décisions modificatives, en commençant par le budget annexe des transports et remontées mécaniques, puisque celle-ci va conditionner la suivante. Il y a lieu en effet de procéder à un certain nombre d'ajustements budgétaires qui s'équilibrent en dépenses et en recettes à hauteur de 1 139 000 hors taxes. Alors, en fait, il y a eu d'un côté au niveau des dépenses la suppression de frais liés à l'exploitation du domaine skiable pour l'hiver 2020-2021 qui ont été pris en charge par ADS suite à l'indemnisation de la perte de chiffre d'affaires. Donc au départ, on avait avancé un certain nombre de frais, notamment pour permettre
pour permettre au club sportif de s'entraîner, la remontée mécanique qui fonctionnait, etc. Donc ça faisait un montant de 350 000 euros. Et comme la station n'a pas été ouverte l'hiver dernier, ben, il y a eu beaucoup moins de dépenses en matière de transport. Donc il y a eu aussi une baisse de 850 000 euros. Et par contre, dans l'autre sens, un petit rajout de 31 000 euros pour lancer une étude. Donc il a été décidé en accord avec le délégataire de la lancée pour étudier les possibilités d'évolution du mode d'exploitation du funiculaire. Pour l'instant, le contrat d'exploitation du funiculaire, c'est un contrat qui est rattaché au domaine skiable. C'est un contrat secondaire par rapport à la DSP principale. Et l'objet de l'étude, ce serait d'envisager éventuellement d'autres hypothèses et de les confronter évidemment à une analyse financière de chaque hypothèse, hein, bien entendu. Donc c'est l'objet de cette étude de 31 000. Donc au total, avec les plus et les moins, ça nous fait une baisse de 1 169 000. Donc du coup, on aurait une baisse de la subvention d'exploitation du budget général du même montant, donc de 1 169 000. Donc je vous propose d'approuver cette décision modificative et donc d'approuver la subvention d'équilibre qui sera réactualisée à 781 000 en provenance du budget principal de la commune, donc il sera en diminution. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Donc je mets au vote, est-ce qu'il y a des abstentions, des contre, des pour? Je vous remercie. Donc 3.5, budget principal 2021, décision modificative numéro 1, Gérard Vernet. Alors, donc on vient de dire qu'il y avait un certain nombre d'ajustements budgétaires à effectuer, donc également sur le budget principal. Alors qui sont les suivants. Donc en fonctionnement, on aura une diminution des crédits de 609 700 euros, alors, principalement due à la réduction de la subvention dont on vient de parler du budget principal au budget annexe de moins 1 169 000 euros. Et par contre, il y a des dépenses en plus qui correspondent à des mises en œuvre de délibérations qui ont été votées, par exemple. Alors, je citerai l'accueil du mercredi pour les enfants de 3 à 11 ans, on dit la prochaine rentrée, 44 000 euros. On a légèrement augmenté le budget des illuminations, mais il y aura en contrepartie de l'investissement pérenne qui sera prévu. Accompagnement du projet de station 2030, 50 000 par exemple, des projets culturels, dépenses informatiques, là, je vais en dire deux mots, parce qu'en fonctionnement, on a 170 000 euros de dépenses informatiques, et on verra qu'après en investissement, il y a 180, donc ce qui fait un total de 350. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les trois quarts de cette somme, soit environ 270 000 euros, ce sont en fait des investissements qui ont été accélérés, qu'on aurait dû faire, notamment d'amélioration de la sécurité, parce qu'on avait même prévu au budget primitif, avant l'attaque, des dispositions, notamment de sauvegarde sur bande, des choses comme ça, et d'hébergement à l'extérieur. Enfin, il y a tout un tas de process techniques qui avaient été imaginés. Donc, du coup, en grande partie, on va accélérer ces investissements. Donc, ce qui fait que la cyberattaque en elle-même ne nous aura pas coûté 80 000 euros environ à peine. Donc, c'est surtout de l'accélération d'investissement. C'est comme bon de le dire, les sommes sont quand même importantes. Voilà. Donc, bon, un peu d'augmentation d'honoraires juridiques, contrat d'apprentissage en alternance, formation des élus, puisque pour une fois, je félicite mes collègues, le budget de formation des élus qui est obligatoire sera utilisé. On a des demandes de formation. Donc j'encourage d'ailleurs les collègues sur tous les niveaux à se former, il y a des possibilités. Donc voilà. Et un complément aussi de subvention au CCAS. Alors, par contre, on a également des recettes de fonctionnement qui augmentent à hauteur de 46 400, notamment l'accueil du mercredi 40 400, donc qui est pratiquement énormément subventionné, et les contrats d'apprentissage 6 000 euros. Donc, j'en profite pour dire que quand on met une recette comme ça de subvention, c'est parce qu'on a eu l'arrêté d'attribution. Donc, on aura beaucoup d'autres subventions qui vont y intervenir, qui n'ont pas mis dans cette décision modificative. On n'a pas encore la décision. Et voilà, l'objectif étant d'essayer d'aller rechercher le plus possible de subventions. Donc, de ce fait, l'excédent de fonctionnement généré par les précédents ajustements est donc de 650 100 euros. Donc, je vous propose d'en transférer 355 000 vers l'investissement,
qui améliorera l'autofinancement des travaux qu'on décide, et d'en affecter 320 100 aux dépenses imprévues pour faire face à d'éventuels aléas, et Dieu sait qu'on en a cette année, des aléas. Donc, ce qui fait qu'on aura pratiquement 590 000 euros de dépenses imprévues pour faire face à éventuellement des événements qui n'auraient pas été anticipés. Alors, pour l'investissement, donc on vient de voir qu'il va profiter de 355 000 euros en plus de la part de la section de fonctionnement. Donc, il y aura des ajustements de crédit à hauteur de 577 000 euros. Alors, principalement, il y a 206 000 euros sur une participation qu'on doit à l'aménagement du rond-point de Montrigon, qui a été contractualisé avec le département, qui avait été omise au budget primitif. Alors, la Supératac, j'en ai parlé, mais avec les mêmes remarques, à savoir qu'il y a une partie en investissement, et en grande partie, c'est un investissement qu'on ne fait qu'avancer. 160 000 euros pour la révision du PLU. Alors, des illuminations de Noël, là, on met 125 000 euros en investissement, mais en contrepartie, ça durera 10 ans. Donc, après, pendant 10 ans, on n'aura pas d'autres achats à faire. 50 000 euros campus connecté, on vient d'en parler. 30 000 euros pour la maîtrise d'œuvre de reprise de l'enduit du clocher du chef-lieu, de l'église chef-lieu. Donc, c'est la maîtrise d'œuvre. Ensuite, il y aura les travaux à prévoir. 15 000 euros pour un chapiteau, et puis on enlève 90 000 euros pour ajuster les crédits pour le foncier. Et ensuite, il y a quelques ajustements d'écriture. Subvention pour l'acquisition de vélo, 10 000 euros. Et subvention d'équipement pour le ravalement des façades et les enseignes, 13 000 euros. L'action qui se poursuit. Et comment on finance tout ça? C'est comme 600 000 euros d'investissement. Comme je l'ai dit, par les 355 000 euros qui viennent du fonctionnement, donc on améliore l'autofinancement, et on a eu en investissement des subventions également, pour 245 000 euros, donc même remarque, on les met parce qu'on a eu la décision officielle. Menuiserie du groupe scolaire des Épines, 120 000 euros, et 85 000 euros. Le premier, ça vient de l'État, et le deuxième, ça vient de la région, donc on a quand même plus de 200 000 euros pour ce projet. Donc c'est quand même un bon taux de subventionnement. Socle numérique des écoles, 19 000 euros. Jardin partagé, 21 000 euros. Donc voilà comment se présente cette décision modificative. Donc je vous la propose de l'approuver et d'approuver la subvention d'équilibre dont on a parlé d'ailleurs tout à l'heure, à destination du budget annexe des transports à remontée mécanique, qui redescend à 781 000 euros. Et la subvention d'équilibre réactualisée pour le CCAS à 236 000 euros. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Oui, juste une petite question. L'accompagnement de la direction générale des services techniques, ça correspond c'est nouveau? Alors, il s'agit de mémoire, il s'agit d'une mission pour accompagner la mise en place du changement au niveau de service technique par le nouveau DSP, c'est ça, de mémoire. Donc, il y aura une petite mission, on va dire, de coaching. Pareil, le comptable. Oui, c'est le même type, c'est le même état d'esprit. Le même type de mission, c'est qu'on accompagne un acte comptable, effectivement, on le fait aussi. Parce qu'il faut savoir que pour le service comptable, là, on va avoir une nouvelle directrice qui arrive le 1er septembre. Donc, ça fait largement plus de 20 ans qu'il n'y a jamais eu de réflexion qui ont été faites sur la manière de fonctionner du service comptable. Il y a qu'en fait des tâches qui sont un petit peu superposées d'année en année. Il y a même des tâches que le service comptable effectue à la place d'autres services, puisque bon, il faut bien remplir les vides, quand il s'agit de gérer par exemple les subventions à l'école Sainte-Bernadette, c'est le service comptable qui s'en occupe, par exemple, des choses comme ça. Donc, on a jugé intéressant de profiter de ce changement de direction pour recaler complètement les missions et d'accompagner la nouvelle directrice, dont je rappelle qu'elle va être recrutée à un niveau extrêmement inférieur au niveau salarial par rapport à son prédécesseur. Donc, on va aussi faire des économies en termes budgétaires par rapport à cet aspect. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De mon côté, j'ai aussi voilà, en fait. Vous dites que justement, il y a pas mal qui est réaffecté en cas de dépenses imprévues. Mais
mais pour moi, il y a des choses qui sont un peu moins urgentes. Par exemple, les diagnostics pour le service comptable ou les services techniques peuvent peut-être être réservés. C'est juste énorme. Vous-même, c'est quand même particulier. On risque d'avoir encore des dépenses un peu plus sur le reste de l'année. Alors, pour les illuminations de Noël, je veux bien répondre, vu que j'ai le micro, c'est juste parce que j'ai le micro. Jusqu'à présent, le fonctionnement était le suivant. Oui, ces illuminations tous les ans. Alors, c'était entre 20 et 30 000 euros par an de location. Oui, pour 3 ans. Oui, mais c'était 20 à 30 000 euros par an. Donc, ce qui revenait à 100 000 euros tous les 3 ans pour louer ces installations nouvelles. Okay. Donc là, l'idée, c'est d'investir, effectivement, puisque ce contrat arrivait à l'échéance pour l'année prochaine, 2021-2022. Donc, on était devant un cas où soit on continuait ce fonctionnement de 3 ans, soit on investissait en disant, ben voilà, on aura nos propres décorations et les services et nous-mêmes, on sait que c'était la meilleure solution à moyen terme, pour justement baisser ce budget d'éclairage, de décoration. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus, puisque de toute façon, ça aurait dû nous coûter au moins 30 000 euros pour l'année 2021-2022. Donc voilà, c'est un choix qui est fait de soit entre de l'investissement, soit de l'application. Les installations, surtout les installations pérennes, en fait, qui sont faites par exemple sur la façade de la mairie, qui vont servir à l'année aussi. Donc, je veux dire que le 14 juillet, on pourra illuminer la mairie en bleu, rouge, le jour du maillot jaune qui arrive, en fait, à Saint-Maurice, on pourra mettre la mairie en jaune. Donc, en fait, voilà, ce sont des installations qui sont pérennes et qui sont aussi parties pour 10 ans aussi. Oui, 10 ans. Donc, voilà, c'est revoir le fonctionnement différent au lieu de louer du consommable, de l'application, en fait, qui est consommable pour 3 mois dans l'année et qui nous coûte extrêmement cher. Et sachant que le montage des montages abîme énormément ce genre d'installation. D'accord. Et petite dernière question aussi, est-ce que cet éclairage-là suivra aussi l'éclairage public avec l'extinction à 23 heures? Oui, certainement, sauf pour des occasions exceptionnelles. Il est évident que voilà, s'il y a un événement de grande ampleur, type Tour de France ou autre, là, pareil, pour le trail, on a laissé l'éclairage pour la nuit, pour les trailers. Voilà, oui, de manière exceptionnelle, tout à fait. Alors, juste pour conclure, on peut prendre aussi le point de notre sens, c'est qu'on a quand même pratiquement 600 000 euros de dépenses imprévues, c'est une cagnotte pour faire face à des événements qu'on ne maîtriserait pas à l'instant, tout en mettant en œuvre notre politique, tout en améliorant l'autofinancement de 355 000 euros, donc on améliore l'épargne de la commune de 355 000 euros, et on fait cette décision modificative sans avoir eu un centime. Je le redis et j'espère que ça sera compris par la presse. Pour l'instant, on a eu 0 centime de compensation de l'État, tant sur les pertes fiscales de 2021 que sur les pertes sur les redevances contractuelles avec notre délégataire de remontée mécanique, les pertes de taxes de séjour. Donc on a pratiquement 3 millions d'euros d'argent qui se baladent, on ne sait pas comment il va arriver. Malgré ça, on arrive à faire un budget, on améliore l'État, on met en route notre programme. Et on a une cagnotte pour un prévu de 600 000 euros. Donc, voilà, je pense que, personnellement, je suis plutôt satisfait de mon boulot, c'est normal. Voilà. On peut saluer la gestion prudentielle qui a été faite avec les orientations budgétaires qu'on a prises. Voilà, c'est récompensé à leur juste valeur. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Donc, je vais mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, d'accord. Ok. Je vous propose qu'on fasse les délibérations 3.6 et 3.7 en même temps, puisqu'elles sont toutes les deux affaires au parking, et notamment, donc, comme vous le savez, les parkings sont confiés à un délégataire de service public qui s'appelle SAGS, signé en 2018 pour une durée de 10 ans. Et forcément, la crise Covid est passée par là. Il y a eu l'équilibre du marché avec une absence presque totale de recettes entre le mois de mars 2021 et novembre 2021. Pardon, excusez-moi, mois de mars 2020 et jusqu'au mois de novembre 2021. Il n'y a pas eu d'aide touchée par ce type de société. Donc, à l'automne 2020, quand nous les avions rencontrés, on pensait juste
d'un commun accord, prolonger la DSP d'un an, voilà, avec un montage de recettes très favorable. Sauf que, forcément, il y a eu cet hiver qu'on pourrait qualifier de saison blanche, donc avec des pertes de recettes forcément importantes, et donc la prolongation d'une année de cette DSP n'était pas suffisante. Donc une perte globale d'environ 1,6 million pour cette société. Donc nous, conseil municipal, nous ne souhaitons pas que la redevance fixe baisse, puisque cette redevance fixe de mémoire elle est de 300 000 € pour la commune. Donc c'est une espèce de loyer qui est payé par cette société. Ni que le seuil de déclenchement de la redevance variable soit augmenté. Donc il y a un seuil au-delà duquel cette société paye davantage à la commune. Au-delà de 1,8 million de recettes ou 1,9 million de recettes, il y a un déclenchement et il y a 75% des revenus qui nous reviennent. Donc on ne peut pas augmenter ce seuil parce que dans l'hypothèse où on fasse de très bonnes saisons par la suite, ça peut être un revenu non négligeable. Donc notre idée est la suivante, c'est une prolongation de 3 ans envisageable et assortie d'augmentation de tarifs en 2 étapes. C'est-à-dire on fait payer quelque part aux usagers et aux vacanciers cette différence. Donc en septembre 2021, plus 2,5% en moyenne, au-dessus de l'évolution d'indice contractuel, soit 3,8%. Et la même chose en septembre 2022, donc une autre augmentation de 3,8% pour équilibrer tout ça. Alors vous avez tous les tarifs qui sont passés en vue par la suite, que vous pouvez regarder. Les tarifs, voilà. On a quand même souhaité maintenir le tarif du funiculaire à 2 € la demi-journée et 3 € la journée, parce que c'est un tarif assez attractif et notre but c'est quand même de stocker du véhicule là-bas. Voilà. Et puis pendant qu'on y est pour la 3.7, c'est les tarifs des arcs. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf qu'on inclut des villages qui ne sont pas desservis par le funiculaire et qui peuvent bénéficier du même tarif que les résidents des arcs ou de Bourg-Saint-Maurice. Voilà pour ces 2 délibérations. Est-ce que vous avez des questions? C'est pas une question. D'accord. Non, juste une remarque, c'est qu'aujourd'hui, on perd des places de parking pour différents aménagements. Demain, on augmente encore les tarifs du quart d'heure, de l'heure, de tout ça. Et à mon sens, on va un peu contre le développement du centre-ville de Bourg-Saint-Maurice. Donc c'est pour ça que je voterai contre cette décision. Oui, alors, il ne faut pas exagérer non plus, hein, ça reste très contraint. Je vous rappelle aussi que le budget des parkings, et je le dis haut et fort, pareil pour la presse, c'est 1 400 000 € du budget principal qui est réaffecté au budget des parkings tous les ans. Donc c'est de l'argent public, c'est vos impôts, nos impôts, qui sont réaffectés en permanence sur ce budget des parkings. Donc à un moment donné, qui doit payer? Est-ce que c'est la collectivité qui doit payer pour des places de parking ou est-ce que c'est les usagers qui doivent payer pour ces places de parking? Je suis aussi usager de ces places de parking. On va répondre on va répondre De mon côté, je me pose un peu la question aussi. Je voulais un peu faire de la transition, que tout le monde vienne justement dans des mobilités douces et le funiculaire en fait partie. Et je me rends compte que vous montez le tarif de l'abonnement saison pour les professionnels au parking de l'Arc-en-Ciel comme au parking du funiculaire. Alors que je regarde la grille tarifaire, abonnement saison professionnel. Ok. Alors, on avait baissé substantiellement cet abonnement l'an passé. On l'avait baissé à 80 €, sans connaître toutes les conséquences. Il passe de 80 à 83 € pour la saison. Est-ce vraiment un sujet? Ces 3 € peuvent affecter un ménage comme n'importe quelle dépense. Pour les professionnels, de 80 à 83 €. Merci. Sven, vous vouliez intervenir? Merci. Oui, alors, opinion. Il y a beaucoup de stationnements
en centre-ville, en chef-lieu. Il n'y en a pas de manque. Et le prix que j'ai vu aujourd'hui est relativement bas. Il ne représente pas le tarif d'une emplacement d'une station réelle. Après, quelque chose que j'ai vu quand j'ai lu tout ça, en fait, peut-être on peut profiter dans l'avenir de faciliter tous ces tarifs et de le faire un peu plus universel, dans le sens qu'on puisse penser aux utilisateurs. Parce que une heure gratuite, 1h30, on peut dire gratuit, c'est offert. 1h30 offert, 1 heure offert, et après ça change tout le temps. On se perd facilement. Mais, voilà, tout. Ok, donc on y pensera la prochaine fois. Ceci dit, on a déjà harmonisé les tarifs. On essaye de plus en plus d'harmoniser entre les arbres et les bourgs, notamment pour les habitants, pour pas que les habitants des arbres ou de bourgs soient lésés les uns par rapport aux autres. Alain? Ouais, par rapport au parking du funiculaire, je me mets à la place des clients qui vont payer un peu. Mais voilà. Je trouve que comme ça se faisait à une époque sur site, je trouvais ça bien que les gens qui avaient skié la journée du lac, qui ne payent pas le funiculaire. Alors, Oui. là, c'est des arrangements à trouver, on prend des pièces et tout ça, c'est compliqué. Je trouve que c'est symboliquement assez. Symboliquement peut-être, mais allez voir dans les autres stations. Ah, ben, je connais les prix dans les Ouais, c'est beaucoup plus cher. Et là, vous avez un parking qui est propre, déneigé, vous n'avez pas de problème. Franchement, c'est presque un service. Hein. À ce prix-là, c'est symbolique. Et puis la deuxième question, mais ça c'est l'objet d'un débat. Les parkings, c'est pas un truc qui vaudrait peut-être en régie, non, c'est Alors ça, c'était une question, sauf qu'en 2018, il y a eu la décision de confier ça à une société pour des raisons. Il y a des bonnes et des mauvaises raisons. Là. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de choix. Il y a certains travaux, surtout que cette entreprise est arrivée avec une soulte, en fait, qui a permis de faire des travaux à un moment donné, notamment au parking des Villards, tu me dis si ma mémoire est bonne. Donc, voilà. C'est pas forcément l'objet du jour. Je pense qu'on a d'autres sujets. La question viendra hein, à la fin de leur délégation, voir si leur travail a été satisfaisant. Mais voilà, je pense qu'il y a des améliorations qui sont données, notamment en termes des petits travaux quotidiens qui n'étaient pas forcément réalisés quand c'était en régie. Après, on peut le déplorer. Voilà, une position équilibrée, je dirais, monsieur Duclos. C'est bon pour tout le monde? Alors, qui s'abstient? Qui vote contre? D'accord. Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération la plus importante de cette soirée, et c'est pour Josiane Morillon, la fourniture et la livraison de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires et de la commune. Pardon. Ah, il faudrait un micro pour Josiane Morillon, s'il vous plaît. Enlevez mon masque, parce que sinon je ne peux pas. Bon, il est rappelé au conseil municipal que le marché conclu avec la société API pour la fourniture de repas au restaurant scolaire est arrivé à échéance en juin. Donc, il fallait la renouveler. Il a été lancé un appel d'offres avec Sainte-Bernadette. Mais Sainte-Bernadette reste libre, chacun signe après avec le prestataire. On choisit le même. Voilà. Alors, le marché envisagé est un accord cadre à bon de commande, sans minimum, avec un montant maximum annuel fixé à 199 000 hors taxe, d'une durée de 1 an, reconductible 3 fois par tranche d'année. Après réception des prix, je vous passe tout ça, le pouvoir adjudicateur a suivi l'avis de la commission, a choisi l'offre économiquement la plus avantageuse, qui est celle de Papier Restauration, c'est-à-dire le même. Offre variante, on a choisi l'offre variante numéro 2, c'est-à-dire
la numéro 1 était exactement ce que nous avions cette année. Et la variante numéro 2, c'est la même chose, plus un repas pur entier, s'ajoutant aux 20% de bio de la loi Egalim que nous avions dans la précédente offre. Voilà. Le repas, donc, en maternelle, repasse à 4 € et élémentaire. Et les repas adultes à 5 €. Alors, donc, il est proposé d'approuver le choix du pouvoir adjudicateur de retenir la société API et de l'autoriser à signer le marché public correspondant ainsi que l'ensemble des pièces nécessaires à l'exécution du marché. Voilà, qu'est-ce que je... S'il y a des questions. On passe au vote. Ah. Le repas, il était à combien? Il était à 3,01. Vous avez discuté dans l'appel d'offres. Oui. C'était nous qui prenons en charge à 100% ou est-ce que c'est les parents qui payent? On a déjà... Alors, on a déjà voté les tarifs. En gros, pour les plus forts quotients familiaux, je crois que le repas il est à 5,60. Donc, ça leur fait une augmentation de 60 centimes. Donc, voilà. Et par contre, pour les plus bas revenus, c'est toute la collectivité qui prend en charge. Juste pour dire, 2 tiers de surplus en tarif sont pris en charge par la commune. Le dernier tiers qui reste, il est dispatché via les fonctions web à la famille. On n'a pas changé le plus bas, on a augmenté le plus haut par rapport de et on augmente la qualité. Enfin, bon, on va surveiller ça toute l'année. Je pense qu'on peut faire confiance à Josiane. Le compromis. Alors, en tout cas, merci pour ce chantier. C'est énormément d'échanges, c'est énormément de visites aussi chez nos voisins. C'est énormément de dialogue aussi avec API, avec les autres prestataires aussi qui s'étaient positionnés sur le marché. Voilà, il y a un autre travail aussi sur tout ce qui est les emballages. Donc là, en un an, ça a été assez drastique, hein, tous les progrès qui ont été faits pour retirer les plastiques. Et donc, beaucoup de travail sur l'avenir à venir, avec les enfants, sur le gaspillage alimentaire. Et, avec les professionnels. Et avec les professionnels. On essaie de vraiment faire rendre plus intéressant leur travail en modifiant et en les accompagnant dans des petits changements, mais on espère que ça ira plus loin, parce que ce n'est pas seulement ce qui est dans les assiettes, c'est tout ce qui est autour aussi. Voilà. Non, c'est qui s'abstient. On commence par quoi? Comme tu veux. Alors, qui est Je suis contre. Merci. 4.2 travaux de maintenance de la voie du funiculaire, l'eau fabrication et pose de prototype d'appareils de dilatation, attribution de marché public. Donc là, comme vous le savez, on a un énorme chantier sur le funiculaire en cours. On a dû malheureusement ne pas l'ouvrir pour cet été parce qu'on avait un problème de dilatation des rails en raison de la chaleur. Ce problème était déjà, et je tiens à le signaler, était déjà dans notre processus de travaux, c'est-à-dire que ces travaux étaient bien prévus pour cet automne 2021. Malheureusement, eh bien, les conditions ont fait qu'on n'a pas pu ouvrir le funiculaire sans ces travaux. Donc voilà, c'est malheureux, ça nous a pénalisés. Ça n'a pas empêché qu'on fasse un bon été, mais voilà. Le fait est que maintenant, eh bien, nous allons attribuer les lots justement sur ces appareils de dilatation, ces prototypes, pour justement traiter ce problème de rail. Donc, vous avez un petit rappel en préambule sur les travaux déjà engagés. Et puis, voilà, la consultation relative aux lots fabrication et mise en place de 2 prototypes d'appareils de dilatation des rails funiculaires avait été lancée postérieurement aux 4 lots précédents et n'avait pas pu être attribuée simultanément.
Donc, les travaux inclus dans ce lot comprennent la fabrication de 2 appareils de dilatation, le remplacement et le déplacement des appareils de dilatation au droit de la pile 46, le remplacement des selles non conformes, le déplacement de certaines selles, le remplacement du mortier de calage au droit des selles conservées, le remplacement de l'ensemble des attaches au droit des selles de part et d'autre des appareils de dilatation jusqu'au dispositif d'anticheminement, le suivi du fonctionnement des nouveaux appareils de dilatation. Donc, sur avis de la Commission des marchés publics réunie le 7 juillet 2021, j'ai choisi d'attribuer ce marché à l'offre économiquement la plus avantageuse, qui est celle présentée par la société Maya Rail pour un montant de 105 563,06 € hors taxe. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Sven? Pour respecter les montants. Il n'y a pas de manuel. Le travaux, c'est prévu qu'ils finissent cette année. Le funiculaire peut marcher. Voilà, la commune a conscience sait que les travaux pourront être finis pour la saison de l'hiver et il va bien marcher l'hiver, le funiculaire. Alors ça, c'est une bonne question. Si il n'y a pas d'imprévu. Non, mais je pense que je peux vraiment m'avancer ce soir devant vous en disant que le funiculaire fonctionnera cet hiver. Donc cet hiver, il n'y a aucun souci là-dessus. Tout se déroule très bien. Et voilà, je pense qu'il n'y a vraiment pas de souci. Alors, vous pouvez enregistrer mes propos. Faites-le. Si jamais voilà, je me ferai bananer dans les médias, peut-être au mois de décembre. Non, je suis beaucoup moins confiant en tout cas, c'est pas que je suis beaucoup moins confiant, mais je serai plus prudent sur un fonctionnement normal de la saison hivernale. Mais je suis beaucoup plus confiant dans l'ouverture du funiculaire, c'est ce que je veux dire par là. Non, alors, si on pourrait ouvrir, il y aurait normalement un funiculaire s'il n'y a pas imprévu, et la même chose pour l'année 2022, pour la saison estivale. Ça, c'est aujourd'hui la connaissance de la commune. Exactement. Tout va bien. Enfin voilà, vous voyez bien là, c'est des appareils, des prototypes de dilatation. C'est pour améliorer significativement sur ce problème. C'est pas nous qui font les travaux, c'est l'ingénierie qui vient avec des nouvelles. Voilà, c'est super. Merci. Est-ce qu'on n'a pas ce vote? Non. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. 5.1, autorisation de survol du domaine public. Tom Buet. C'est bon. La SCI La Bobat envisage de procéder à la réhabilitation d'une maison de village à la Ravoire et à la réfection de sa toiture sur survol du domaine public. La hauteur de la toiture par rapport au domaine public est de 6,70 m et la largeur de survol est de 1,60 m. Il est précisé que l'ensemble des frais éventuels afférents à cette affaire sera à la charge de la SCI La Bobat. Ainsi, je propose au conseil municipal d'approuver le survol du domaine public tel que mentionné au terme de l'exposé des motifs, de dire que l'ensemble des frais éventuels afférents à cette affaire sera à la charge de la SCI La Bobat, d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Monsieur Buet. 6 points, approbation de l'avenant numéro 1 à la convention pluriannuelle de pâturage au profit du groupement pastoral des moutonniers de Bec Rouge. Vincent Gaviglio. Alors, il existe un programme qui était il y a un moment de rénovation des chalets d'alpage que nous continuons. Le chalet d'alpage du Bec Rouge a été terminé l'an passé. Dans cette zone, c'est le groupement pastoral des moutonniers du Bec Rouge qui est titulaire d'une convention pluriannuelle. Et
pour la mise à disposition de cette bâtisse à usage de gardiennage dans le cadre de la protection des troupeaux contre des attaques de loups, il convient de signer un avenant pour fixer le loyer annuel donc de 1 000 € qui s'ajoute au loyer de la convention sur la partie pâturage. Vous avez des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 6.2 Convention de mise à disposition du Parc national de la Vanoise d'une parcelle communale pour la réalisation d'une plantation forestière dans l'objectif de protéger l'habitat d'hivernage du tétralyre dans le cadre du projet Birdski. Vincent Galiglio. Alors, le projet Birdski est un projet européen qui a 5 objets: donc, éviter, réduire l'impact des câbles des remontées mécaniques, accompagner les domaines skiables pour leur donner des moyens de mieux prendre en compte la biodiversité, éviter le dérangement des zones d'hivernage du tétralyre, améliorer les connaissances sur l'efficacité des mesures mises en place pour le gypaète et le tétralyre à travers de moyens innovants. Également valoriser et diffuser les résultats auprès d'un public professionnel. C'est un programme qui a été commencé en janvier 2020 et il y a 3 domaines skiables pilotes, dont les Arcs. Pour permettre au parc de la Vanoise de mettre en place ce programme, il convient de mettre à disposition une parcelle communale. Il est noté que les travaux sur cette parcelle seront financés par la CDC Biodiversité, filiale de la Caisse des dépôts. La présente convention autorisera la mise à disposition pour la réalisation de travaux et d'entretien pendant 10 ans. Et il a été demandé également que l'engagement ne cesse pas en 2030, date de fin de la PSP, mais se prolonge jusqu'en 2050 pour vraiment garantir la pérennité des mesures engagées et des analyses sur le tétralyre. Vous avez des questions? Oui, elle est sous la tête. Et il me semble que dans sur le plan, il me semble qu'elle est sous la tête. Il y a une zone de forêt. On a en pièce jointe le plan, mais elle est sous la tête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En même temps, il a téléchargé le fichier à 19h10 tout à l'heure. Ah oui, oui. Et c'est quoi quelqu'un l'avait en main? Est-ce que ça ira? Est-ce que cette parcelle te convient? Oui. Tu voulais construire quelque chose là? Alors, il conviendra effectivement de ne pas faire du ski libre dans cette parcelle. Elle sera sans doute protégée, parce que le but, c'est quand même d'étudier pour la protection du tétralyre. Donc, il y aura sans doute des films. Alors, oui. Peut-être qu'il y a une étude de la tolérance du tétralyre au bruit de la sonorité. Oui, c'est grave. Voilà, et donc, effectivement. Oui, voilà, c'est quand même des endroits où le passage c'est un bon endroit pour étudier l'aménagement des stations. Oui, mais enfin, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. C'est quand même une zone où la forêt se resserre. Bon. Et puis à un moment donné, je veux dire, pour le plaisir de quelques-uns, alors qu'on a quand même des enjeux de biodiversité un petit peu importants, je pense qu'il faut savoir aussi raison garder. Oui, mais il y aura quand même toute une signalétique en mise en place, notamment par notre délégataire là-dessus. Ça fait partie de leur projet. Enfin, voilà, c'est collégialement entre le domaine skiable et le projet, enfin, un projet comme ça sera validé. Là, pour le coup, de la communication, j'espère là-dessus, et qui permettra d'expliquer que si on empêche une petite zone au ski libre, c'est dans un but d'étude et voilà, c'est quand même pas rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Qui vote pour? Je vous remercie. 8.1, donc création d'un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps complet affecté à la direction du service financier. Donc, comme on vous expliquait tout à l'heure, donc il nous a fallu remplacer notre directeur administratif et financier par un recrutement. Sauf que la personne qui est recrutée est de catégorie C, contrairement aux responsables précédents qui étaient en catégorie A. Donc, il convient juste donc d'échanger ça dans le tableau de nos effectifs. Voilà. Et si vous avez des questions, qui vote pour? Merci. 8.2, autorisation de recrutement d'un apprenti en alternance au garage communal. Donc, fidèle à notre envie de continuer à former les jeunes, eh bien, nous recrutons de manière récurrente donc là, un apprenti en alternance au garage communal. Donc ça, c'était déjà quelque chose qui a été mis en place. Et puis on verra tout à l'heure qu'il y aura d'autres apprentis, une autre apprenti, pardon. Donc les principales missions qui seront confiées pour l'obtention du bac professionnel maintenance des véhicules correspondront à celles exercées par un mécanicien. Donc l'apprenti a déjà validé sa première année. La rémunération est fixée réglementairement à 39% du SMIC lors de la deuxième année d'apprentissage et 55% du SMIC lors de la troisième année d'apprentissage. Est-ce que vous avez des questions? Si, qui vote pour? Je vous remercie. 8.3, convention de mise à disposition de l'EPIC, des pour Saint-Maurice Tourisme, d'agents territoriaux de la mairie pour Saint-Maurice. Donc, dans le cadre du transfert de gestion du centre nautique, du chef-lieu à Abbé Tourisme validé par le comité technique du 12 avril 2018 et par délibération du conseil municipal du 17 mai 2018. Donc, je vous propose le renouvellement de la mise à disposition de l'EPIC des agents municipaux actuellement affectés au centre nautique. Donc, ils sont les suivants, donc Madame Stéphanie Mignani et Monsieur Emmanuel Giron, donc en tant qu'éducateur spécialisé des activités physiques et sportives principaux de première classe, et Madame Stéphanie Chevronnet, en tant qu'adjointe technique principale de deuxième classe. Donc, c'est une mise à disposition de 3 ans à compter du 1er septembre 2021, renouvelable par période, ne pouvant excéder cette durée. Et remboursement des frais personnels à la collectivité. Voilà, APT remboursera à la collectivité la rémunération des fonctionnaires mis à disposition. Est-ce que vous avez des questions? Qui vote pour? Je vous remercie. 8.4. Je suis désolé, je me suis perdu. Non, c'est bon. 8.4. Donc, mise à disposition de la cellule Petite Ville de demain au profit de la commune de C et de la commune de Haute-Parenthèse. Alors, comme vous le savez, nous rentrons dans le dispositif Petite Ville de demain. Les conventions ont été signées. Nous n'avons malheureusement pas pu en faire la promotion puisque c'était lors d'une période de réserve électorale de la part de l'État. La responsable, la chef de projet, donc, rentre en fonction au 1er septembre, donc la semaine prochaine. Et dans ce cadre-là, je vous rappelle que ce projet de Petite Ville de demain était en partenariat avec la commune de C et la CCHT. Donc la CCHT, pour une raison assez administrative, c'est que la communauté de communes doit valider en fait, le fait qu'une de ces communes soit dans ce dispositif. Par contre, avec la commune de C, et c'est là où c'est un petit peu plus intéressant, c'est qu'on a cette volonté en fait, de voir le pôle Bourg-Saint-Maurice-C comme un vrai pôle urbain. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué dans le SCOT. On voit le Bourg-Saint-Maurice-C qui est vraiment noté comme un pôle très important au niveau de la Tarentaise. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité les associer à ce recrutement de chefs de projet. Donc, voilà, c'est comment dire, partagé à 50% le reste à charge. Je rappelle quand même que ce poste est financé à 75% par l'État. Et le reste à charge, donc les 25%, est partagé donc pour moitié la commune de Bourg, un quart la commune de C et un quart la communauté de Haute-Tarentaise. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Oui, ah. J'ajouterais quand même que pour la commune de il y a un enjeu Et pour la communauté de communes, il y a un enjeu quand même pour accompagner la réalisation
d'un plan local de l'habitat. Excusez-moi, oui. Est-ce qu'on est passé au vote du oublié? Non, d'accord. Qui vote pour? Je vous remercie. 8.5. Autorisation de recours à des CDD pour accroissement temporaire d'activité dans le cadre de l'animation de l'accueil des loisirs du mercredi. Donc là, comme vous le savez et comme on le disait, donc, il y a un accueil du mercredi qui est mis en place en partenariat avec les communes de C et des Chapelles. Donc c'est vraiment un très beau projet qui correspond aussi à des besoins sur le territoire. On a, je ne me rappelle plus, on m'avait donné un nombre d'inscrits pour cette année, je crois qu'il était de 55, 70, voilà. Alors pas pour tous les jours, mais on a déjà un noyau d'enfants dont on sait qu'ils viendront tous les mercredis. Donc certainement une 20 ou une trentaine. Donc ça correspondait vraiment à un besoin sur le territoire. Et donc la garde d'enfants doit être vraiment quelque chose de prioritaire sur notre territoire, aussi bien pour les papas que pour les mamans. Est-ce que vous avez des questions sur ce recrutement de 8 animateurs? Alors c'est quelque chose d'assez large puisqu'il y a un partenariat avec C qui nous donne, qui nous met à disposition 3 animateurs également. C'est bon? Qui vote pour? Merci. 8.6, donc voilà, c'est cette délibération, donc c'est une mise à disposition du service périscolaire de C au service de la commune de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. Donc la commune de C, on n'a pas le nombre d'animateurs, mais c'était 3, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bien, qui vote pour? Je vous remercie. Approbation du recours à des emplois saisonniers pour la saison 2021-2022. Donc, je vous propose de créer des postes correspondant aux besoins suivants. Donc, le service public de l'agence postale d'Arc 700, donc un temps complet pour une durée maximum de 5 mois. École primaire d'Arc 1800, un emploi à temps complet pour une durée de 6 mois, sur la base de 24 heures par semaine pour la classe saisonnière. Service technique, 4 emplois à temps complet pour une durée de 5 mois et demi. Police municipale, 5 emplois à temps complet pour une durée de 5 mois prolongée au prorata des congés payés pour de la SVT. Excusez-moi, j'ai un emploi à temps complet pour une durée de 4 mois afin d'exercer vraiment les missions de la SVP. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Qui vote pour? Je vous remercie. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'alternance, donc on arrive à cette délibération. Donc, en groupe de travail sur la communication et puis ensuite en commission des finances, nous avons la volonté de soutenir le service communication de la mairie, donc notamment avec le recrutement d'une apprentie en alternance. Et il s'est trouvé que on a eu rapidement une candidate qui prépare un master en marketing et production événementielle, donc en une année, à compter du mois de septembre 2021. Et donc, les principales missions qui lui seront confiées seront, entre autres, la réalisation des créations et mise en page. Il a créé des identités visuelles, réaliser et mettre en œuvre des plans de communication et participer à la refonte du site internet de la mairie et mettre en place une page d'un réseau social bien connu, avec une rémunération fixée réglementairement à 53% du SMIC. Est-ce que vous avez des questions? Qui vote pour? Je vous remercie. 8.9, convention d'indemnisation du compte épargne-temps d'un agent à l'occasion de son recrutement par voie de mutation. Donc là, nous avons donc notre directrice financière qui a été recrutée, et donc elle avait un compte épargne-temps que l'on doit tout simplement indemniser en quelque sorte par rapport à sa collectivité sortante. Ah, c'est l'inverse? Ah, c'est la collectivité qui nous paye, d'accord. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Qui vote pour? Je vous remercie. Donc là, nous avons épuisé l'ordre du jour des délibérations et j'ai reçu une question écrite. Donc voilà, je te laisse la parole, si tu veux.
Vous avez un micro, s'il vous plaît. Oui, j'avais deux questions justement à poser. La première traîne un peu depuis le mois dernier, c'était de savoir pourquoi il n'y avait pas eu de cérémonie officielle pour le 14 juillet. Alors effectivement, j'ai pu voir une certaine émotion là-dessus. En fait, nous, les cérémonies militaires se font conjointement avec les anciens combattants. Et en fait, j'ai un document qu'on avait fait en janvier 2021, donc avec l'amicale des anciens combattants. Et le 14 juillet, il n'y figurait pas. Donc, c'était pas prévu dans notre programme, et ce depuis 2024. Donc, il n'y a pas eu de volonté de passer voilà, sous silence cette fête, au contraire, mais voilà, il n'y avait pas de volonté non plus des anciens combattants de faire cette fête. Et puis en plus, il y avait aussi le groupe folklorique qui avait l'habitude aussi d'intervenir, ouais, qui ne souhaitait pas, puis c'était une période où on n'arrivait pas trop. Donc voilà, si tu veux, je te donne le papier. Ouais, je veux bien. En liaison avec les anciens combattants. J'essaie juste de retrouver le mot que je vous avais envoyé. Je veux juste passer. Voilà, c'est simple, simple. Je lui donne sa question. C'est bon. C'est que je n'ai pas les mots exacts, mais c'est au niveau d'évolution qui a été racheté par la CDA et qui justement va continuer à faire ses cours sur les arts et savoir quelle était la position de la mairie par rapport à ça, sachant que ça peut porter préjudice à l'ESR. Oui, bon, alors, c'est vrai que on est quand même mal placé. Enfin, à un moment donné, voilà, il y a de la concurrence là-dessus. Après, donc déjà, la CDA ne nous a pas informé de cette information officiellement, et notamment sur sa forme, sur la quantité et sur la forme juridique que ça a pris, et ni de leur stratégie qu'il y a derrière ça. Après, ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, la CDA a aussi d'autres actifs, hein, elle a aussi des agences immobilières sur les arcs. Voilà, ça pose pas non plus, ça pose pas d'autres problèmes. Donc après, voilà, est-ce que c'est notre compétence de juger de la pertinence de la politique du développement de l'actionnaire, sachant que lui, il s'occupe du domaine skiable. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut surtout surveiller qu'il n'y ait pas d'inégalités de traitement entre les acteurs. Mais a priori, ça ne semble pas être, voilà. À notre sens, ça ne semble pas être une difficulté pour le moment. Ah oui, mais c'était pas virulent en cause, c'était juste pour avoir vraiment la position de la mairie là-dessus, sachant que c'est une nouvelle compétence qu'ils viennent de recevoir en rachetant. Je ne sais pas si on peut parler de compétences. Ils élargissent leur palette d'activités, ils en ont le droit tant qu'il n'y a pas de trouble vis-à-vis de la TSP. Je ne sais pas si oui, on a notre expert. Voilà, non, simplement pour rajouter, parce que je rappelle quand même que l'inégalité de traitement, que ce soit de professionnels d'usagers du service public, est un fait délictuel. Donc, ils ont à respecter notre délégataire, quoi que fasse son actionnaire, doit respecter cette égalité de traitement. Et on en est effectivement, au niveau des élus, on en est comptable devant la population et devant les populations. Donc, je pense qu'il faut être vigilant, hein, c'est ce que vient de parler le maire, mais on n'a pas à s'immiscer sur ces sujets d'acquisition ou pas d'activité supplémentaire. Là, c'est à l'échelle de leur actionnaire. Voilà. Mais d'être vigilant, on est tout à fait d'accord. C'est la politique qu'on conduit. Puis, après, je vois mal, et je vois mal, franchement, comment dire, en tout cas sur notre domaine skiable, hein, sur les arcs. Après, sur notre domaine skiable, j'ai pas la connaissance, mais je vois mal quand même notre délégataire se mettre à nous 500, plus de 500 moniteurs voilà, de l'ESF. Enfin, voilà, je pense qu'il reste aussi, comment dire, des personnes sensées, et ils ont aussi besoin de ces acteurs pour bien fonctionner. Oui, juste une précision, il s'agit bien d'une acquisition par la maison mère du délégataire, donc l'actionnaire principal du délégataire, et non pas par le délégataire. Donc ça n'impacte pas directement notre contrat de délégation de service public,
Et comme l'a dit Laurent, comme l'a dit Guillaume, nous, on est, au niveau de la commune, on sera juste comptable de garantir l'égalité vis-à-vis des différents intervenants pour éviter justement toute suspicion de favoritisme ou autre. Eh bien, écoutez, l'ordre du jour étant épuisé, les questions également, et le verre un petit peu, puisqu'il est une nuit difficile, il y a plus de 24 heures, avec la TDS, où on a dû rapatrier, plus de 1000 coureurs. J'en profite, alors, je lève la séance tout de suite, et puis j'en profite quand même pour dire un petit mot sur cet épisode, pour lesquels, eh bien, j'ai pu constater qu'au niveau des bénévoles, et des employés communaux, on avait quand même une sacrée force de frappe et une sacrée chance parce que franchement, ça s'est vraiment très bien passé. On a accueilli plus de 1000 coureurs en 3 heures, 3 heures et demie, pour ensuite les redispatcher dans des bus, avec une organisation, quoi qu'on en dise, de la part de l'organisateur qui était très efficace également. Mais on avait également vraiment beaucoup de monde qui était à disposition. Et à partir de 5h30 du matin, il y a aussi des agents communaux. Donc il y avait des agents d'abri de tourisme qui étaient prévus. Et à partir de 5h30 du matin, il y a des agents communaux qui sont venus prêter main forte pour préparer des soupes, pour donner à boire, à manger, réchauffer tout ce beau monde, ouvrir un deuxième gymnase. Et donc voilà, on n'a pas fait trop de publicité de cet événement parce que voilà, on n'allait pas dire oui, on sait gérer, on sait faire. Mais en tout cas, je pense que c'est important que tout le conseil soit au courant de cette belle, malheureusement dans des circonstances dramatiques, mais de cette belle chaîne de logistique solidaire qui a pu avoir lieu. Voilà, donc le prochain conseil municipal aura lieu. Par rapport à l'organisateur qui a bloqué pendant 4 heures et pouvoir. Ça, il faut poser la question à l'organisateur. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été obligés de bloquer les premiers coureurs. Les secours aient lieu, en fait, notamment les nettoyages et tout. Je n'ai pas les éléments permettant de répondre à cette question. Non, ça a été dramatique. En plus, pour ceux qui connaissent le passeur Pralognan, c'était quand même, c'est très difficile d'accès. Donc, ils ont pris une décision certainement sage aussi. Voilà, donc le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 23 septembre. Et donc, je vous souhaite une